3, 2, 1, 0, 0. Nice to be in orbit. Lors de la précédente émission, nous vous avons demandé comment vous réagissiez lorsque vos joueuses éclatent de rire devant un monstre censé être effrayant. Et les réponses ont été un petit peu toutes les mêmes, c'est-à-dire on rigole avec les joueuses et on continue comme si de rien n'était. Je crois que c'est tout simplement la meilleure réponse à cette question. On va donc essayer de poser des questions qui soient un petit peu plus stimulantes pour la suite des opérations. Bienvenue à l'épisode 3 de Jet d'initiative. Aujourd'hui, on va vous parler de deux choses. On va vous parler d'un petit grand jeu, finalement ça devient une habitude, qui s'appelle Sodalitas. C'est un jeu de qui, Mike ? De Yann Van Houten et qui a été mise en page par Nicolas Folio qui a fait aussi l'édition dessus. Voilà. Et c'est une sacrée. Ouais, c'est un très beau jeu. Et on va parler d'improvisation dans le jeu de rôle. Donc on continue un petit peu sur notre foulée de l'inspiration il y a quelques semaines, histoire de vous donner des billes pour improviser quand vous êtes complètement coincé. Alors, on va commencer. Alors, Sodalitas, c'est un jeu qu'on trouve... Où est-ce qu'on le trouve d'ailleurs, Mike ? On le trouve sur DriveThru RPG et il coûte 6,09$ en PDF. Il existe en français et en anglais. Voilà, alors c'est un tout petit PDF parce que les règles du jeu de Sodalitas ne font qu'une page. Il y a une page de règles. Alors que je le consulte pour ne pas dire de bêtises. Oui, ça fait une page. Alors voilà comment ça se déroule dans Sodalitas. On a tout simplement un jet de 2 dés à 6 faces. Et puis, en fonction de la réussite ou non du résultat qu'on obtient, on va avoir une certaine interprétation de la part du MJ. Alors, par exemple, quand on fait un double 1, c'est la catastrophe, évidemment. Quand on fait de 3 à 6, c'est non, l'action n'a pas réussi. De 7 à 9, oui, mais donc l'action a réussi, mais quelque chose se passe de bizarre. 10 à 11, c'est oui, et 12 et plus, parce qu'évidemment, on a des bonus qui peuvent être attribués en fonction, par exemple, des compétences, des capacités qu'on a. Donc, si on fait 12 et plus, l'aventurier gagne un avantage. Alors, voilà. Voilà, ça tient. Alors, je peux tempérer oui, ce que tu dis, bien sûr. juste un tout petit peu. Alors, c'est un PDF qui fait 9 pages, il n'en fait pas qu'une seule, mais les règles tiennent en une page, c'est vrai. Le principe du jeu, sachant qu'Yann Van Houten, le créateur, est prof en collège, c'était de faire jouer le midi toute une bande de joueuses dont le nombre était jamais fixé, c'est-à-dire que ça dépendait de qui était présent. Donc le but du jeu dans ce jeu-là, c'est qu'on incarne une guilde avec tout plein de personnages à l'intérieur, dans lesquels il y a des aventuriers. Et le but du jeu, c'est de faire des aventures où la mécanique de jeu est pas prise de tête, mais qui fonctionne bien, pour se concentrer sur l'histoire, parce qu'il jouait généralement 1 heure et rien de plus. Donc 1 heure, c'est très court. Donc en même temps, du coup, il ne faut pas s'encombrer d'un système de jeu qui soit trop pesant. Et c'est ça le truc. Donc en effet, on a un personnage qui se définit très vite. Et quand on veut faire une action, d'abord, d'une part, on pose une question à la meneuse. La joueuse pose une question à la meneuse qui ne peut être répondue que par oui ou par non. La meneuse explique quelle est la conséquence possible de cette action si notamment ça échoue. Et après, on lance les dés. Donc 2d6 que vous pouvez récupérer n'importe où, c'est l'avantage. Et en fonction de ça, on a la situation qui va se répondre un petit peu comme ça se fait d'ailleurs dans Wasberg aussi. Non et non, oui mais, oui et oui et. Et après, voilà, il y a quelques petites règles en plus de tout ça. Mais le principe, c'est de jouer une guilde qu'on va définir, qui a une fiche de guilde, et il y a des fiches d'aventuriers à l'intérieur. Et dans le PDF, vous avez au hasard en plus des pré-tirés. Il y a 8 pré-tirés dans le PDF. Et il y a aussi un exemple de guilde qui est donné, ce qui vous permet à partir de là de pouvoir faire des choses. Donc voilà, une guilde par exemple, elle va être définie par les gens qui sont à l'intérieur, par leur base parce que pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont là pour faire. Voilà. Donc c'est assez simple, c'est assez efficace et c'est une mécanique qui revient à l'essentiel, qui est maquettée superbement d'ailleurs. Je trouve que le travail de Nicole Folio est assez incroyable et je trouve que c'est le truc que vous pouvez lire en moins d'une demi-heure, vraiment moins d'une demi-heure, Beaucoup en fait en moins. 10 minutes, pour pouvoir aller jouer directement.
Voilà, moi je l'ai en fait, je connaissais pas le jeu et je l'ai lu ce matin pendant que Mike me disait qu'il était allé chercher le pain, donc donc, donc voilà. Bravo. Je- Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Oui, ben voilà, vous pouvez le faire dans Sodalitas. voilà. Sachant d'ailleurs que si vous vous intéressez au jeu un peu plus et que vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe derrière la tête des auteurs, quoi, de Yann Van Houten et de l'éditeur, à savoir Nicolas Folio, ils ont été interviewés dans le Radio Rollist numéro 110 dans mon souvenir, interviewés par Com et Steve. Et c'est très intéressant de comprendre un peu ce qui se passe derrière tout ça. Voilà. Alors, le jeu se lit très très vite et effectivement, il a l'avantage, à mon avis, de se prêter très très bien à l'improvisation et à l'initiation parce que bah, on a besoin de très très peu de matos. On a vraiment besoin que de ces deux-là. Et puis surtout, vous pouvez faire ça au débeauté. Si vous avez. Alors, quand Mike dit une demi-heure pour le lire, il faut 5 minutes pour lire les règles. Si vous êtes rôliste, ça va être parcouru en 2 secondes. Mais ça n'en fait pas pour autant un jeu complètement simpliste. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu s'accompagne de plusieurs scénarios. Alors, je ne sais pas s'ils sont dans le jeu de base ou s'ils sont à part, Non, non. Non, tu dis des bêtises comme d'habitude. Donc, évidemment. précisons, en fait, en parallèle de ça, Nicolas et Yann Van Houten ont fait ce qu'on appelle les aventures en une page, qui sont pareil, disponibles sur DriveThru. Et le principe, c'est, eh bien, vous avez 11 aventures dans mon souvenir, tout simplement. Oui, c'est ça. Je Qui crois tiennent en qu'il y en une a page. 11. Oui, C'est original, hein. Le titre annonce la couleur. Où vous avez, c'est très joliment illustré. Les scènes sont présentées de façon très rapide. Vous avez une introduction. Voilà, vous avez Micheline, la chef de la taverne, qui préférait les aventuriers, qui a un secret. Elle fait pousser des champignons dans un ancien temple elfique situé au fond d'un ravin. L'humidité est parfaite et la douce lumière orangée qui se dégage des murs semble favoriser la croissance d'espèces rares. Hier matin, elle est partie récolter le fruit de son travail. Ne la voyant pas rentrer, ses employés inquiets font appel aux aventuriers. Et voilà, et à partir de là, vous avez un scénario présenté en 5 scènes voilà. qui est expliqué. Et à chaque fois, c'est un peu le principe. Vous avez une situation de départ et un petit scénario présenté avec des petits PNJ rapidement. Tout ça tient en une page, ce qui est assez exceptionnel. Les illustrations sont vraiment très très belles. Ça donne qu'envie de le faire jouer tout de suite. Et surtout, ça permet de pouvoir tenir un scénario très rapidement. En une petite heure, ça peut tenir, ou un peu plus, si vous voulez un petit peu allonger la sauce. Tout dépend de la marge de manœuvre que vous donnez à vos joueurs. Alors, moi, ce que j'ai trouvé fabuleux dans ce jeu, en fait, c'est effectivement le design. Là, on a illustré un petit peu l'overlay de l'émission avec des petits morceaux de design et ça m'a fait penser tout de suite à un dessin animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Adventure Time, que vous connaissez peut-être si vous avez de chères têtes blondes et que vous connaissez peut-être aussi si vous aimez les dessins animés à la con. Alors, ça me fait penser à Adventure Time non seulement dans le visuel, mais aussi dans le principe. Parce que les scénarios qui sont présentés, en fait, ces 11 scénarios, ils sont présentés avec beaucoup d'humour. On a des personnages qui ne se limitent pas à simplement des guerriers, des machins, des choses pareilles. On n'a pas que des monstres, on a un moment un village avec des gobelins qui sont envahis par des espèces de crapauds géants. On a un village de kobolds qui est assez hilarant avec des personnages divers et variés qui sont décrits en quelques mots. Et puis, on a des situations aussi. Alors, avec Mike, on avait beaucoup parlé de ça, en fait, du fait que une bonne salle de donjon, c'est un jouet, en fait, pour les aventuriers. Et dans ces scénarios, eh bien, chaque salle, c'est un jouet. Il y a quelque chose à faire, quelque chose de sympa. Par exemple, dans le fameux scénario dont parle Mike, on a la première salle, c'est donc quand on est entré dedans, il y a un golem, une espèce de gros machin super massif qui est coincé dans l'entrée de la salle suivante. Et donc rien ne nous dit qu'il soit agressif ni quoi que ce soit, mais il est coincé il y a les fameux champignons, il est collé par des champignons gluants. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ça m'a beaucoup fait rire parce que rien que l'idée de se faire coller par des champignons, ça me fait marrer. Et d'imaginer quelque chose qui est assez effrayant comme un gros golem, parce que les personnages sont censés en avoir affronté un autre un petit peu avant. Donc de retrouver un second représentant de l'espèce qui soit coincé par des bolets gluants, quoi, j'ai trouvé ça assez marrant. Et c'est une constante. Il y a beaucoup d'humour dans les scénarios et on se dit que au final, rien, ou en tout cas peu de choses vont se régler par l'affrontement. Alors, il va y avoir des bastons parce que
un conflit forcément, mais il y a vraiment la place pour quelque chose d'un petit peu plus complexe que, bon, on lui fout sur la gueule et c'est réglé. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que ça me fait penser à Adventure Time. Les personnages ont des capacités aussi qui sont assez marrantes. Par exemple, si vous prenez un druide, enfin le druide qui est présenté, vous avez la capacité de parler aux animaux. Donc tout ça n'étant pas défini par des règles très contraignantes. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ça et on peut présenter des choses intéressantes. Voilà, alors moi qui suis ultra fan des aventures très brèves, ces donjons en une page, ça m'a fait penser aux One Page Dungeons que vous pouvez trouver aussi sur DriveThru, qui sont d'excellents recueils. Et je vous conseille d'ailleurs les plus anciens crus. Les tout premiers sont bien meilleurs à mon avis que les derniers qui sont parus. Vous avez en une page de quoi faire un donjon. Simplement, on vous explique pas tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas 12 millions de profils de monstres et de choses pareilles. Vous avez quelque chose finalement d'assez bref. On vous décrit une salle. Voilà, et comme ça, dedans, il y a un monstre et hop, démerdez-vous. Et ben, c'est le principe de Sodalitas. Alors, Sodalitas s'accompagne aussi d'un truc qui est assez sympa sur la durée. C'est que plutôt que de faire évoluer votre personnage, vous faites évoluer votre guilde. Donc vous avez une guilde qui est définie au début et vous pouvez lui rajouter des annexes. Par exemple, vous avez une bibliothèque, vous avez, je crois qu'il y a une forge, il y a des machins pareils. Et donc vous pouvez rajouter des annexes à mesure que vous rencontrez des personnages. Par exemple, si vous rencontrez un forgeron dans vos aventures, eh ben, il va vous permettre d'ouvrir cette forge dans votre guilde. Donc il y a aussi cette idée de dire que le jeu de rôle, comme la vie, eh bien, c'est un peu des rencontres. Hein. Et, euh, et donc, vous allez rencontrer des personnages divers et variés. Et ces personnages, vous allez pouvoir les faire intervenir ensuite dans votre environnement de jeu. En gros, vous allez vous faire des amis imaginaires. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le jeu de rôle, parce que les amis imaginaires sont toujours beaucoup moins décevants que les vrais amis. Par exemple, voilà, Mike me déçoit régulièrement. Voilà. Donc, tout Euh, ça. Oui, vas-y, pardon, je t'en prie. non, je voulais dire que voilà, en fait, ce qui va guider le fait déjà d'une part, c'est que vous avez la chance avec Sodalitas que ce soit en français, ça se lit très vite, ça se maîtrise donc très vite. Ces aventures en une page, si vous n'avez pas d'idée de scénario tout seul, ça vous permet de pouvoir vous lancer très simplement. Et tout ça pour un coût assez modique, hein, parce que ça coûte vraiment pas grand-chose. Et pour la qualité, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Donc ça vaut le coup. C'est publié par JDR Lab. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à y aller. Et sinon, je voulais aussi dire que Sandy disait des bêtises. Le golem dont il parle, c'est le même, en fait, entre la première scène et la deuxième scène. Donc, il raconte Merde. n'importe quoi. Bien le dire. Voilà. Mais dans ma tête, c'était pas le même. Et si je l'avais fait jouer, ayant lu le truc en diagonale, eh ben, ça aurait été deux golems différents. Et ça aurait marché quand même. Alors, si ça, c'est pas de l'improvisation. Donc, le thème du jour, comme personne ne l'aura deviné aux très légers indices que nous avons semés dans notre verbiage, c'est l'improvisation. Alors, l'improvisation. Vaste sujet. Ouais. Alors, on va essayer de faire simple. Je ne sais pas si vous avez le même constat que moi, mais toutes les meneuses de jeu improvisent en jeu. Même avec le scénario le plus scripté du monde, il y a toujours un moment où les joueuses vont faire quelque chose qui n'a pas été prévu dans votre scénario, ou dans le scénario que vous avez du commerce, ou dans le scénario que vous avez écrit. Donc, du coup, on improvise. Mais on a beau improviser de temps à autre, l'improvisation totale, elle a toujours fait peur. Peur parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Peur parce qu'on a peur que les joueuses s'ennuient. Peur parce que, je ne sais pas, moi, on est persuadé que tout repose sur nous. Hein, parce que voilà, ce mythe du MJ qui est responsable de tout. Si les joueurs s'amusent, c'est grâce à lui. Si les joueuses se font chier, c'est à cause d'elle. Bref, tout repose sur la meneuse de jeu, évidemment. Et du coup,
eh bien, qu'est-ce qui se passe? On trouve toujours toutes sortes d'explications pour ne pas sauter le pas de l'improvisation totale. Et du coup, on continue à passer des heures et des heures et des heures à préparer nos parties. Que ce soit pour préparer un scénario existant, en rajoutant des choses, en essayant de créer toutes les béquilles possibles, en envisageant les choses que on a vues dans le scénario, en se disant mais non, mais ils vont pas faire ça, ils vont faire ça, donc je prépare, je prépare, je prépare. Ou quand c'est un scénario à nous, on essaye de réfléchir à tout, on crée tous les PNJ possibles imaginables, on passe des heures et des heures et des heures. Et on ne saute pas le pas de l'improvisation totale. Voilà globalement moi le truc. Je sais pas pour toi, comment tu vois, quelles sont les raisons qui te poussent à ne pas faire de l'improvisation totale? Alors, oui, c'est complètement ça en fait. C'est la peur d'échouer tout bêtement, et c'est la peur de faire de la merde. Voilà, de faire un scénario de merde. Et puis la peur effectivement, c'est l'idée que si on passe un bon moment, ça tient qu'au MJ. Et effectivement, c'est une très très mauvaise façon de faire. C'est John Wick qui dit qu'en convention, quand il commence ses parties, et du coup je l'ai imité pendant très longtemps, quand il arrive à la table avec des gens qu'il connaît pas, il leur dit, alors je suis pas là pour que vous passiez un bon moment, je suis là pour vous aider à passer un bon moment, et vous êtes là pour que je passe un bon moment aussi. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Ça fait reposer cette responsabilité un petit peu sur tout le monde. Alors, dans notre groupe de jeu, en ligne, Mike, ça se fait au fur et à mesure, et on est dans un environnement ultra bienveillant qui fait que si on passe, alors je me rappelle très bien d'une des premières scènes de Star Wars, de notre campagne Star Wars, qu'on a passé dans un fast-food planétaire, et je crois qu'on a passé 3 quarts d'heure à décrire ce que les personnages faisaient et commandaient au fast-food. Et on a fait Oui. que ça. Et ils ont croisé un PNJ qui mangeait très salement et qui s'avérait, par le hasard de la description que j'avais pris en me basant sur le gars, celui qui mange tout le temps dans les Goonies, en prenant une image à l'avance. Et à partir de là, ça a créé du jeu tout seul. Et donc, évidemment, un des joueurs le connaissait sans que le joueur ne le sache à l'avance, hein. Donc, son personnage, soudainement, s'est rappelé de qui c'était. Ils se sont croisés, ça commence à discuter. La scène a passé. C'est devenu iconique, cette première scène, d'une chaîne de fast-food que j'ai découvert dans l'univers de Star Wars en voyant le logo, qui s'appelle Biscuit Baron. Oui. Et c'est devenu un truc emblématique, notamment parce que on a découvert que le capitaine de l'équipage collectionnait tous les petits jouets, les mini-droïdes qui étaient en cadeau de Biscuit Baron. Et c'est devenu un standard. C'est-à-dire que quand ils arrivaient sur une planète, la première chose qu'ils allaient systématiquement, c'est d'aller dans un Biscuit Baron. Tout ça parce que la scène de départ, c'était ça. Voilà. Une scène dans un fast-food. Imaginez un peu la scène vraiment quelconque qu'on peut imaginer. Donc voilà, Voilà. Et ça nous a beaucoup marqué. Alors, on n'est pas les seuls à avoir des techniques d'improvisation. Et justement, on a demandé à des gens très très bien de nous parler d'improvisation. Salut, moi c'est Mathieu et je vais vous parler d'improvisation en jeu de rôle. En tout cas, de ma vision de l'improvisation en jeu de rôle. L'improvisation, on voit ça souvent comme une compétence individuelle, propre à chacun, et on est tous différents par rapport à notre capacité à improviser. Il y a des personnes plus ou moins réservées, des personnes qui ont plus l'habitude de s'exprimer en public, des joueurs débutants, des joueurs vétérans. Et moi, je vous propose de penser l'improvisation non pas comme une compétence individuelle, mais une compétence de groupe. On est tous là avant tout pour s'amuser ensemble, et c'est important de s'entraider, d'être solidaire avec les autres à la table. Chaque table doit pouvoir trouver ses propres manières de s'entraider. Mais je peux vous donner quelques conseils, comme par exemple, poser des questions. Installer à la table l'art de poser des questions, ce n'est pas réservé que aux meneurs de jeu, ça peut être également quelque chose pour les joueurs et les joueuses. Essayez d'aider les personnes qui ont plus de mal en leur faisant des suggestions. Bref, pensez avant tout ça comme une compétence de groupe, et vous verrez que cela facilite grandement les choses. Voilà, merci beaucoup. Dis-moi, je te donne un petit mode d'emploi ou est-ce qu'on continue notre constat sur toutes les raisons qui nous poussent à ne pas faire de l'improvisation? Non, parce que la conclusion, c'est improviser, et vous verrez bien ce qu'il en résulte, et généralement, vous ne serez pas déçus. Donc, tentez le coup. C'est comme quand on saute dans le grand bain, soit on se noie. Merde, non, c'est un mauvais exemple. Voilà, fin d'émission, affaire réglée. Vous vous êtes noyé, merci. Ne revenez pas en deuxième semaine, c'est réglé. T'es trop fort, Sandy, merci. Franchement, on peut te faire confiance pour ce qui est de blinder une émission. Voilà. Alors, Donc, je vais dis-nous tout. éventuellement deux, trois bêtises. Dis-nous tout. Alors, improviser, c'est un petit peu comme apprendre à conduire une voiture.
Vous n'avez aucune chance de survivre à la place de l'Étoile à Paris si vous n'avez pas pris la moindre leçon avant d'y aller. C'est juste pas possible. Donc, pour devenir à l'aise avec l'improvisation, il faut pratiquer. Oui, c'est un truc de dingue. C'est en forgeron qu'on devient forgeron. Et donc, du coup, pour pratiquer, il faut que la première chose à faire, il faut que vous bâillonnez la petite voix dans votre tête qui vous dit que vous serez nul, que plus aucune joueuse ne voudra venir à votre table. Voilà, cette espèce de petit singe qui parle dans votre tête, il faut le museler, l'attacher, le bâillonner, ce que vous voulez. Mais vous débrouillez, il faut arrêter de l'écouter vraiment. La deuxième chose, à mon avis, il faut choisir un système simple. Pas forcément simpliste, mais simple, qui ne nécessite pas de passer du temps à créer des fiches de PNJ, par exemple en effet Sodalitas qu'on a présenté là, mais ça peut être aussi un Barbarians of Lemuria. Il y a plein de jeux qui existent où la mécanique est très simple. Le but, c'est absolument d'évacuer tout ce qui est jeu tactique. Jeu avec une super mécanique de combat tactique, on s'en fout. Et que ce soit une mécanique que vous connaissiez bien. Pourquoi ? Quand je dis connaissez bien, ça veut dire c'est une mécanique qui est naturelle pour vous. Vous n'avez pas à vous poser la question comment on résout telle ou telle chose. Donc un truc avec une mécanique de résolution de table unique ou quelque chose comme ça, c'est très bien. Ensuite, à mon avis, alors oui, je répète, ce sont mes recommandations. C'est pas gravé dans le marbre. C'est ma façon de voir les choses. Il y a 25 façons d'imaginer la chose. Donc vous inquiétez pas. Si vous voulez que ça passe par une de vos oreilles et ça sorte par l'autre, vous inquiétez pas, c'est tout à fait naturel. Ensuite, voilà, pour moi, il faut prévenir ces joueurs que vous allez maîtriser en improvisation totale ou en semi-improvisation. Pourquoi ? Pour installer cette fameuse bulle de bienveillance. Les joueuses, elles vont comprendre que vous expérimentez pour répondre à plusieurs problématiques. La première, c'est de faire en sorte que les joueuses soient encore plus présentes dans la partie, et d'autre part, que vous arrêtiez de passer un temps hallucinant à préparer pour rien. Voilà. Donc, que ce soit gagnant. Après, une fois que les joueuses sont prévenues, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut prévoir des parties qui soient courtes. Courtes, pas plus de 2 heures. Pourquoi ? Parce que l'improvisation totale, c'est fatigant. C'est fatigant dans le sens où on va aller chercher des ressources intérieures, on va devoir rebondir sans cesse, et alors rebondir à ce que vont dire les joueuses, de rebondir à la situation. Et au début, on peut être un petit peu plus fatigué parce qu'on sort de nos habitudes, on n'est pas cadré par un scénar qui est écrit, etc. Donc ça peut être fatigant. Donc je pense que c'est important de pouvoir réduire la durée des parties. Après, moi, c'est essentiel, ouais. J'insiste sur ce que tu disais précédemment, ça m'interpelle sur les systèmes complexes. Ils ont aussi ce défaut d'introduire une résolution mécanique de l'action. C'est-à-dire que dans un système simple, par exemple celui qu'on a vu tout à l'heure, on te dit ça marche, oui mais, non mais, etc. Tu as des systèmes très mécaniques qui te disent, alors quand tu fais de tel résultat à tel résultat, il se produit tel résultat précis. Et donc ça devient au bout d'un moment un carcan. Et ça fait que ça te laisse plus respirer pour l'improvisation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent donc aux vieux jeux ou aux jeux de l'OSR, donc qui sont des jeux un petit peu à l'ancienne, où la part belle est vraiment laissée à ce que disent les joueurs, à ce que font les joueuses, et non pas à l'intervention mécanique du système. Et pour ça, c'est vraiment super important d'avoir un système clair et qui vous laisse de la marge. Voilà, donc j'aime bien t'interrompre aussi, donc c'est pour ça. Ouais, non, mais vas-y, hein, fais-toi plaisir. Moi, l'étape d'après, ce que j'ai tendance à favoriser, c'est de faire une session zéro. Une session zéro dans le sens où on va faire de la création partagée, on va défricher avec les joueuses les relations entre les personnages, on va éventuellement dresser un petit peu rapidement le monde, ou si c'est un monde qui est connu, vous jouez, je sais pas, dans Star Wars, définir ce qui nous branche dans ce monde-là. Donc ça permet de donner un cadre sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre comme aventure, un peu, les thèmes, l'action, l'enquête, l'intrigue de cours, etc., pour pouvoir avoir une idée et de créer les relations entre les personnages. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument développer le personnage à fond sur ses caractéristiques. Pour moi, c'est pas important dans l'improvisation, parce que ce qui va importer, c'est ce que les joueuses vont faire, que les personnages vont faire, et ce qui va se passer dans l'univers. C'est pas tant les jets de dés. Donc c'est vraiment ça, le côté background, le côté relation, mais on n'a même pas besoin de développer le background, c'est vraiment les relations qui vont avoir un intérêt. Et
faut garder sous le coude, évidemment, si vous êtes quand même, vous avez quelques craintes, vous n'êtes pas habitué à ça, vous gardez quelques outils pour pallier à vos lacunes. Vous avez énormément de mal à sortir un nom de personne, de PNJ sur l'instant, vous avez une liste de noms sous le coude. Vous avez du mal à définir le nom d'un lieu. Ah ouais, alors ça s'appelle comment l'auberge soit vous avez une liste de lieux, soit vous retournez la question aux joueuses. Oui, justement, elle s'appelle comment cette auberge où tu es déjà allé? Et voilà. Vous pouvez complètement retourner ça. Soit vous avez votre liste, vous avez votre béquille, soit vous vous tournez vers les joueuses et justement, ça leur montre qu'elles ont la voie ouverte pour pouvoir créer dans le monde. Et donc, c'est bien de la création partagée. Et c'est vachement libérateur aussi pour les joueuses, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sandy. Si, complètement. Et voilà, c'est une technique toute bête de dire quand une joueuse vous pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre parce que vous n'avez pas réfléchi à l'articulation de la logique de la situation, leur demander, bah oui, justement, pourquoi. Alors moi, c'est un truc que j'utilise en début de scénario où je lance les joueuses in medias res. Elles sont en plein dans la situation. Et au lieu de dire, j'en parlais dans un article sur mon blog, au lieu de dire, voilà, le roi vous a proposé d'aller chercher sa fille qui est enlevée par le dragon, machin chose. Non, ça on saute. Voilà. Vous êtes en route pour aller chercher la fille du roi machin chose. Et là, tu as forcément une joueuse qui va te dire, ah oui, mais moi, la fille du roi machin chose, je suis allé en 5e avec elle, elle m'a tiré les couettes, et donc c'est hors de question que j'aille la sauver. Pourquoi j'y suis allé? Et donc, justement, et c'est là, tu poses la question, ah ouais, pourquoi tu y es allé? Et ta joueuse, elle va forcément te répondre, ah, moi, j'y suis allé pour la tuer en douce, tu vois. et là, tu n'as plus besoin d'improviser quoi que ce soit, parce que ça va forcément donner un scénario assez spectaculaire. Mais poser des questions aux joueuses et surtout, écouter les réponses, parce que c'est pas une méthode. Alors moi j'ai vu des maîtres de jeu et moi je l'ai fait aussi. Des fois c'est une méthode pour gagner du temps et t'écoutes pas ce qu'on te dit comme un con. Et donc tu arrives à la fin du scénario et là t'as une joueuse qui te dit, ah ouais, mais au fait on n'avait pas dit que machin. Donc soyez vigilants, prenez des notes, des toutes petites notes, il n'y a pas besoin de grand chose. Prenez des notes surtout pour savoir ce que les joueuses veulent. À une époque, ce que je faisais aussi, c'était une méthode qu'il y avait dans 7C, où on demandait aux joueuses d'attribuer un nombre d'étoiles à chaque catégorie d'action qu'il peut y avoir dans un scénario. Donc il y avait action, mystère, romance, exploration et je sais plus quoi. Et donc à la fin, tu sais un petit peu ce qu'attendent les joueuses et donc tu vas avoir plus tendance à leur donner ce qu'elles veulent, quoi. Voilà. Alors c'est pas le tout, mais on n'avait pas qu'une personne qui C'est vrai. oui, on avait aussi une deuxième personne pour nous parler d'improvisation. Voilà. Salut, c'est Ours. Je viens pour te donner quelques conseils en improvisation sur du jeu de rôle quand tu es MJ. Quand tu es MJ, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, tu peux préparer ton improvisation, c'est-à-dire avoir des éléments dans tes notes que tu vas pouvoir poser un peu n'importe où. Prévoir des personnages, prévoir des lieux, prévoir des retournements de situation peut-être même. Tu as le droit de préparer énormément de choses qui vont finir dans la partie, parce que tant qu'elles n'ont pas été posées, tu peux les mettre où tu veux. Même des choses importantes du scénario, tu peux intervertir des personnages, des lieux, c'est pas du tout un problème. Tant que ça n'a pas été mis en jeu, t'as le droit, c'est pas un problème. Et l'autre élément qui est assez important, c'est que tu as toujours le droit de lancer des idées, même si tu sais pas où elles vont. Tu sais que tu vas pouvoir retomber sur tes pattes plus tard, tu vas pouvoir prendre du temps pendant la session pour réfléchir à où ça va, prendre du temps entre deux sessions, t'as toujours le droit de demander 5 minutes à tes joueurs en mode « Attendez un petit moment, j'ai juste besoin d'y réfléchir ». Tu as le droit de lancer des idées sans savoir où ça va. Et ça, c'est super important et il faut se le permettre. Alors, pour continuer, il faut réfléchir à la scène d'intro. Alors, vous êtes en improvisation totale, mais il faut au moins réfléchir juste à la scène d'intro. Donc, on peut faire du in media res, comme le disait Sandy. Vous commencez directement dans l'action, ça peut être une scène d'action, oui, ou vous pouvez commencer par une scène on ne peut plus banale. Voilà, la grande scène de combat ou de trucs où c'est juste l'élu, ou je sais pas, vous passez en hyperespace et ça part en sucette et vous vous retrouvez éjecté de l'hyperespace et le vaisseau il est en train de filmer partout. Ou à l'inverse, vous allez dans un fast-food et vous allez finalement rencontrer un personnage. Ça peut vraiment à vous de voir. Mais réfléchissez au moins à cette scène d'intro et c'est de là que vous allez partir. De là, et vous faites en sorte, à partir de là, que toutes les actions des joueuses et des PJ aient des conséquences.
Ça, c'est vraiment le maître mot. Toute action a une conséquence. Ça va vous permettre de faire vivre l'univers. Vous avez moins d'intrigue pour l'instant. Vous avez véritablement de la réaction à tout, de la conséquence. On essaye en improvisation de parler moins et d'écouter plus les joueuses pendant la partie. On peut même, de ce fait-là, par exemple, carrément enregistrer les parties pour les réécouter en vitesse rapide après derrière, parce on n'est qu'une seule personne, et si vous avez 5 personnes à la table, vous ne pouvez pas écouter tout le monde tout le temps. Et enregistrer, ça peut être une solution pour entendre des petites idées qui sont glissées par les joueuses pendant la partie que vous n'aviez pas entendues, qui pourront vous aider à pouvoir continuer l'aventure. Le truc, c'est qu'on dit toujours oui. C'est un peu la règle de l'improvisation du théâtre. On dit toujours oui, on bâtit sur les idées des joueuses et on ne les rabroue jamais. C'est aussi on a le naturel du MJ qui contrôle tout, et donc du coup c'est nous qui sachons d'ailleurs. Non, on ne sait pas. Il faut partir du principe que ce sont les joueuses qui savent. Et donc, ce que vont faire les personnages des joueuses vont vous permettre de faire avancer. Et il faut donc se laisser surprendre par les joueuses. C'est le but du jeu de l'improvisation. Il faut laisser, d'ailleurs, que ces joueuses, elles modifient les données techniques de leurs personnages si elles leur plaisent plus, ou carrément en changer, ou carrément mettre en scène leur mort si elles ont décidé de passer à un autre personnage, mais qu'elles aimeraient bien avoir un truc. Il faut les laisser vous surprendre par les joueuses et laisser-les être véritablement acteurs, voire metteurs en scène dans cette aventure. Vous êtes en improvisation, il faut qu'ils aient un pouvoir de création et qu'ils interviennent vraiment dans les choses. Ils sont au centre de l'action et ils sont au centre de l'histoire. Et après, en fin de partie, l'idée, c'est de pouvoir de temps en temps débriefer les parties avec les joueuses pour savoir ce qui leur plaît, pour savoir ce qui vraiment les a éclatés, ce qui les a leur moins plu, pour ajuster le tir. Et ce que disait Sandy sur le fait des feuilles de personnages, les joueuses savent exactement ce qu'elles branchent, qui les branche ou plus, en notant avec les étoiles. On peut le faire aussi dans un autre sens. Si vous avez une mécanique un petit peu compliquée, généralement, la feuille de personnage, des personnages tels qu'ils ont été créés par les joueuses, vont vous donner des indices sur ce qu'ils recherchent. Si quelqu'un est super optimisé, fait un combattant avec des optimisations dans tous les sens, vous doutez qu'il va plutôt chercher du combat. Donc, si vous voyez ça, il faut peut-être recadrer, parce que si le combat risque de prendre beaucoup de temps et que vous êtes en impro et que vous ne sentez pas d'utiliser une mécanique très compliquée, il faut aussi être bien d'accord, bien définir le contrat social au début. Après, voilà, donc ce que disait Sandy, il est très important de prendre des notes pour rester cohérent et les réorganiser éventuellement ensuite, quitte à, après, derrière, quand vous êtes en improvisation totale, vous n'avez pas de ligne rouge, mais en reprenant vos notes, eh bien, ça va vous permettre très probablement de trouver une ligne rouge, justement. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vont, et derrière de raccrocher. Moi, c'est ce que j'ai fait sur cette longue campagne de Star Wars qu'on a fait avec Sandy. Au début, je ne savais pas du tout où j'allais, j'ai laissé les joueuses faire ce qu'elles voulaient, et ensuite, j'ai réussi à raccrocher les wagons. Et quand on a l'impression que le soufflet tombe dans le rythme, dans tout ça, balancez une scène d'action. Vous posez pas de questions. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un piano qui tombe du ciel, comme dirait, je sais plus qui c'est qui a raconté ça comme conseil. Bref, vous faites quelque chose, vous voyez ce qu'il en sortira et ça va vous permettre. Et au bout de quelques parties, donc, vous essayez de définir une ligne rouge avec, elle va peut-être se dessiner avec ce qui s'est passé et vous verrez. Mais encore une fois, moi, ce que j'utilise très souvent dans l'improvisation, c'est que j'enregistre les parties et je les réécoute en vitesse accélérée pour entendre ces fameuses idées des joueuses. Et derrière, je les reprends. Et d'ailleurs, comme je les ai pas entendues sur le moment, les joueuses, je les ai oubliées et je les réutilise. Vous allez vous rendre compte que, ah ouais, c'est pas con ça. Bah oui, en fait, c'était ton idée, machine. Donc, elle a oublié entre-temps, parce que voilà, dans le feu de l'action, vous pouvez pas tout entendre. Voilà, de façon très condensée, quelques idées d'improvisation, sur l'improvisation. Sandy, est-ce que tu as des choses à raconter, à rajouter? Alors, est-ce que j'ai des choses à rajouter? Pas tant que ça, non. Pour moi, l'improvisation, ça tient plus, c'est ce qu'on expliquait au tout début, à un état d'esprit d'ouverture et effectivement à une façon d'envisager le dialogue entre meneuses et joueuses de façon différente. De dire comme tu l'expliquais, d'être à l'écoute, mais réellement à l'écoute, et d'accepter les idées et de rebondir dessus, de les faire siennes, plutôt que de dire non, ça marche pas. D'essayer de trouver des choses qui vont dans ce sens-là. Alors encore une fois, on enfonce une porte ouverte, hein, mais c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe. L'improvisation, ça n'a rien. Alors c'est un petit peu comme l'inspiration, tu vois. Tout le monde dit ouais, mais alors l'improvisation, toi t'es doué en impro, ou alors moi je suis pas doué et tout. Mais voilà, tout le monde est doué en impro. Tout le monde a des idées. Le talent n'existe pas, en fait. Le travail. Ouais. La solution,
c'est véritablement le travail. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ne vous dites pas, lui, il est super doué en improvisation. Ouais, il en fait depuis longtemps. Donc, Voilà. si vous en faites autant que lui, vous serez au moins aussi bon, si ce n'est meilleur. Parce qu'il n'est pas forcément talentueux, c'est un besogneux. Et l'improvisation, c'est un état d'esprit, c'est du lâcher-prise, c'est changer l'écoute. la dynamique à la table en mettant tout le monde à un pied d'égalité. Alors, ça peut être difficile avec des joueurs qui sont habitués à toujours avoir écouté le MJ, à inverser les rôles. L'appétence au changement, c'est pas toujours chez tout le monde, mais c'est en faisant. Et il faut se donner cette chance et il faut avoir des gens qui soient bienveillants en face. Voilà. Ne pas sous-estimer aussi. Alors, tu poses quand même un problème qui peut se présenter, c'est-à-dire, on peut avoir des joueuses justement qui osent pas dire des choses ou qui tout simplement n'ont pas d'idées. Alors, faut pas hésiter dans ces cas-là à les bombarder d'idées, pas forcément les bombarder de questions parce que le but c'est quand même pas de mettre les gens mal à l'aise, voilà, mais montrer qu'on comprend, qu'on écoute ce qu'elles font et ce qu'elles proposent. Et puis peut-être tout simplement leur proposer une balade. Moi, je connais beaucoup de joueurs qui aiment bien se balader dans le scénario sans forcément intervenir. C'est mon cas dans les univers que je connais pas parce qu'il me faut le round d'observation avant de m'impliquer dans le truc. Et donc des fois, proposer une belle balade, c'est bien. Un conseil que je vous donne, hein, c'est alors attention, mon conseil absolu, que des fois vous avez, je l'ai noté dans le blog aussi ça, quand vous avez une idée, vous avez l'impression que c'est pas une idée originale. Et c'est peut-être le cas, mais on s'en fout. Une idée, c'est une idée. Et peut-être Exactement. En fait, vas-y, excuse-moi. Ouais, peut-être que l'idée n'est pas originale pour vous, mais peut-être qu'elle est super originale pour les autres joueuses. Peut-être qu'elles, elles n'y auraient pas pensé. Et que justement, ce qui vous semble super bateau, elles vont rebondir dessus. Et peut-être que leur façon de rebondir va vous prouver que, à partir de votre idée qui était bateau, on peut faire quelque chose de très original. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas sous-estimer. Voilà. Juste deux choses. La première, en effet, c'est que le but du jeu, c'est pas d'être brillant dans ce que vous faites, c'est d'être moyen. Moyen dans le sens, voilà, si vous visez le moyen, vous vous rendrez compte qu'avec l'apport des joueuses, vous allez vous rendre compte que ça va donner quelque chose de peut-être par moment brillant, ou en tout cas, de toute façon, vous allez bien vous amuser. L'autre chose, un conseil, quand je me suis lancé dans l'impro, je me suis décidé à me lancer dans l'impro total, c'était suite à la lecture d'un livre qui s'appelle Play Unsafe de Graham Walmsley, qui est un super bouquin, qui est très court, hein, il doit faire 64 pages ou un truc comme ça. Mais je trouve qu'il y a plein de bonnes idées dedans et ça m'a... alors c'est écrit en anglais, bien sûr. Mais c'est le livre qui m'a décontracté ce jour-là et qui m'a dit, ok, what the fuck, j'y vais, allez, je tente le coup. Et je ne regrette pas, si c'était à refaire, je le referais, vraiment. Et je ne m'arrêterai pas dans l'impro, dans la semi-impro, et je trouve ça génial. Et super décontractant, d'autant plus quand on a un temps limité, qu'on a une vie de famille, qu'on a une vie de travail, qu'on a machin, et qu'on n'a pas le temps de préparer comme on le faisait quand on était ado, parce qu'on n'a pas la même vie que quand on était ado, rappelez-vous. Mais les ados non plus, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils peuvent bénéficier des techniques d'improvisation. Voilà, donc la clé de tout ça, c'est oser, tenter le coup, et vous allez voir que, alors, ne vous découragez pas si ça marche pas du premier coup. C'est comme tout, quoi. Il faut essayer. On a des bons jours et des mauvais jours. Et alors, j'espère que vous avez bien noté tous ces sages conseils que nous vous avons donné parce qu'il est temps de bosser un petit peu. Alors, cette semaine, on vous a proposé, on vous a préparé une question bien vache. Les aventuriers sont à court de pouvoir et d'énergie dans le donjon et ils veulent rentrer au village se reposer. Votre mission consiste à trouver quelque chose d'intéressant pour les retenir sur place. Que faites-vous ? Voilà. Donc si vous pouvez faire résonner un rire malveillant dans le château. Voilà. Donc voilà pour cette troisième épisode sur l'improvisation. J'espère que ça vous aura donné des pistes. On va vous mettre en lien l'adresse de Sodalitas déjà. Et puis de ressources sur DriveThru RPG, en particulier Play Unsafe, je crois qu'on peut l'acheter sur DriveThru, il n'est pas cher du tout. Je crois, oui. Et voilà. Il date de 2009, le texte. Voilà, il est très très bien. Alors il est inégal, il y a des articles qui sont bien et des articles qui sont moins bien, mais ceux qui sont bien valent largement le coup. Donc je vous le recommande moi aussi. Voilà, et c'est tout pour ce troisième épisode. On vous souhaite bon jeu et on se retrouve dans 15 jours. À dans 15 jours, ciao.
Mike est parti. Après un différend artistique, il a décidé de quitter l'émission. Donc, je présenterai la totalité de cette émission avec Mikey, le micro. C'est pas Gouré sur. C'est bien l'épisode 3 qu'on a enregistré? Je crois Euh, pas. C'est peut-être le 4, je sais pas. J'ai C'est pas moi entendu. qui bosse à chaque fois pour la Ouais. question. Bah ouais, bah, il faut bien que tu fasses quelque chose. Alors, hop, je fais plein de signes à l'écran pour dire que c'est maintenant qu'on va commencer. La conclusion, c'est improviser et vous verrez bien ce qu'il en résulte. Et généralement, vous ne serez pas déçus. Donc, tentez le coup. C'est comme quand on saute dans le grand bain. Soit on se noie. Merde, non, c'est un mauvais exemple. Voilà, fin d'émission, affaire réglée. Vous vous êtes noyé, merci. Ne revenez pas en deuxième semaine. Moi, je pense que c'est toujours utile. Puis ça fait conversation à bâton rompu. Ne te mets pas ce crayon dans l'œil, dans l'oreille. Hop, Attends, oui, dans l'oreille. dans l'oreille, ah merde, putain. J'ai perdu un œil. Et là, t'as vraiment le truc dessiné sur le front, tu sais. J'ai tout effacé. Ça m'est arrivé l'autre jour. T'as vu, j'ai fait un trait. C'est le truc de, tu sais là, hop, ça fait Ah, très dis-moi, le trait, il est resté. cyberpunk. Oh merde, c'était un crayon large. C'était un marqueur. Putain, Donc voilà. Ah non, c'est pas possible ça. Non, monsieur. Ah ben. Et alors, attends. J'avais aucune idée que les dieux ça fonctionnait comme ça dans Donjons et Dragons, quoi. Faut pas appeler ça des dieux, c'est pas assez solide. Bah oui, c'est mortel. Bah non. Non. Alors, oups. Ah, j'ai avalé le la déesse. Elle était bonne. Elle me laisse un petit arrière-goût. Ouais, elle était un peu épicée celle-là. Hein. Ouais, c'est ça. Elle s'est pissée dessus surtout. Ouais. Voilà.